Ça, c'est moi. Vous vous demandez peut-être comment je suis arrivé ici. Figurez-vous que, à la dernière conférence interne, j'étais venu vous parler du jeu de la vie. Je vous avais montré ces espèces de grilles avec des motifs dessus qui évoluent. Et je vous avais dit que ça me fascinait. Ça s'était bien passé, et en rentrant chez moi, j'y pensais encore à ce jeu de la vie. Je réfléchissais, et à un moment je me suis dit, mais ce jeu de la vie, est-ce que ça pourrait pas être une super fonction pour hacher mes mots de passe? Alors là, vous me regardez et vous me dites, mais Théo, on sait pas ce que c'est que de hacher des mots de passe. Ou si vous le savez, vous vous dites, mais quelle idée bizarre. Dans tous les cas, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est qu'une fonction de hachage. On va rembobiner un petit peu. Une fonction de hachage, c'est, pour donner une définition rigoureuse, une fonction déterministe qui prend une entrée de taille variable de n'importe quel type et qui va produire en sortie une chaîne de caractères de taille fixe qu'on appellera le condensé en français. Okay, je vais aussi dire H assez souvent, qui est la version anglaise. La chose importante et que j'ai mise en gras, c'est le fait que cette fonction, elle doit être déterministe. C'est-à-dire que la même entrée donnera toujours la même sortie. Okay, c'est une manière, une fonction de hachage, de faire correspondre une empreinte, le condensé, à une donnée d'entrée. Et ça sera toujours la même empreinte pour la même donnée d'entrée. Okay, une façon pratique de se représenter ce qu'est une fonction de hachage, c'est l'image du mixeur, okay, qui n'est pas la mienne, qui vient de Julien Piatek, à qui j'emprunte cette illustration. En fait, l'idée d'une fonction de hachage, c'est que il est très facile de transformer l'entrée en votre sortie, okay, mais une fois que vous avez la sortie, le condensé, il est presque impossible de revenir à l'entrée initiale. Comme une fois que vous avez mixé vos fruits pour en faire un smoothie, une fois que vous avez le smoothie, il est impossible de retrouver les fruits originaux à partir du jus de fruits. Okay, donc en gros, l'idée, c'est que la fonction de hachage, elle est ce qu'on appelle unidirectionnelle. Elle ne va que dans un sens, et faire la transformation dans le sens inverse est normalement impossible, ou au moins très difficile. Donc, concrètement, ça donne quoi? Je vais vous montrer quelques petits exemples, parce que jusqu'ici, on en a discuté en termes un petit peu abstraits. Donc, j'ai pris quelques exemples de MD5, qui est une fonction assez classique de hachage. Donc, par exemple, si on prend la chaîne de caractères Zenica, on voit que le condensé, c'est ça. Okay, je ne vais pas vous le lire. Si on a la page Wikipédia au format PDF de l'article MD5, on voit qu'on a un autre condensé qui n'a rien à voir avec le premier, mais qui est de la même longueur. Alors que nos deux entrées, elles sont de longueurs très différentes. Okay, et donc je vous ai dit qu'on pouvait mettre tout et n'importe quoi. On peut aussi hacher, par exemple, des images comme celle-ci, qui, on le voit, produit encore un condensé différent. Donc, une autre propriété très intéressante des bonnes fonctions de hachage, c'est que pour deux inputs très proches, elles produisent deux sorties très différentes, okay, en vertu de ce qu'on appelle l'effet avalanche, et dont on reparlera plus tard. Donc reprenons l'exemple du condensé de Zenica. Okay, donc c'est ça. Et maintenant, on pourrait regarder le condensé de Zenico, une nouvelle ESN sur le marché qui va faire une forte concurrence à Zenica, je pense. Il faudrait peut-être qu'on s'inquiète. Dans tous les cas, vous voyez que je change un seul caractère et que mes deux condensés sont totalement différents. J'ai fait moi-même la comparaison. Il n'y a aucun caractère en commun à la même position entre les deux condensés, ni de séquence de caractères qui serait simplement déplacée. Donc on le voit bien, en changeant un seul caractère de l'entrée, on a changé tous les caractères de la sortie. Okay, alors, maintenant que je vous ai montré ce qu'était une fonction de hachage, on va pouvoir se demander pourquoi hacher nos mots de passe. Alors, la première solution, si vous voudriez hacher, si vous voudriez stocker vos mots de passe, c'est de les stocker en clair. Alors en fait, c'est une idée tout à fait naïve, et vous vous en doutez, qui est extrêmement dangereuse. Imaginons que vous ayez une application web par exemple,
et que vous ayez besoin d'authentifier des utilisateurs, donc vous leur demandez de s'inscrire avec un nom d'utilisateur, un mot de passe. Et donc, quand ils veulent s'authentifier, vous faites quelque chose de simple, vous stockez leur mot de passe en clair dans votre base de données. Quand ils veulent se connecter, ils rentrent le mot de passe, vous comparez le mot de passe qu'ils ont donné, celui que vous avez dans la base de données, si c'est le bon, vous les authentifiez, tout va bien. Le seul problème, c'est que, en faisant ça, vous créez une sorte de mine d'or pour d'éventuels attaquants. Puisque, évidemment, cette base de données de mots de passe en clair, si vous êtes victime d'une attaque, en fait, et que donc du coup votre base de données tombe entre les mains d'un attaquant, en fait, il pourra à la fois se servir des mots de passe en clair pour s'authentifier sur votre application, donc c'est déjà mauvais, et en plus, on le sait, les bases de mots de passe en clair, si les utilisateurs ne changent pas de mot de passe entre les différents services, en fait, ces mots de passe en clair, ils vont peut-être pouvoir servir à se connecter sur d'autres applications. Donc en fait, et ça c'est très important, quand vous stockez des mots de passe en clair, vous compromettez la sécurité de votre application, mais vous compromettez aussi en général la sécurité de vos utilisateurs sur d'autres applications. Okay ? Donc, il faut trouver une solution, on ne peut pas stocker les mots de passe en clair, c'est trop dangereux. Alors la prochaine idée qu'on pourrait avoir, ça serait de chiffrer nos mots de passe. Okay ? On utilise un algorithme de chiffrement, on a une clé secrète pour chiffrer les mots de passe, et du coup, pour savoir si l'utilisateur, quand il rentre son mot de passe, c'est bien le bon, on déchiffre le mot de passe en base de données à l'aide de la clé secrète, on compare les deux, et comme ça, on voit si c'est le bon mot de passe. En fait, si vous faites ça, vous ne faites que repousser le problème. Puisque, en fait, maintenant, votre secret, c'est plus votre base de données avec tous les mots de passe en clair, c'est votre clé secrète qui est cachée quelque part. Mais du coup, si votre clé secrète, quelqu'un y accède, il aura aussi probablement, s'il a accès à ce niveau de secret, à votre base de données avec les mots de passe chiffrés. Du coup, il peut les déchiffrer, donc ça ne sert à rien. Et en fait, c'est là que le hachage est particulièrement intéressant, puisque la propriété des fonctions de hachage, c'est qu'elles permettent de vérifier l'intégrité d'une donnée sans la connaître. Donc, en hachant les mots de passe, vous ne gardez plus aucun secret. En fait, ce que vous dites en conservant des mots de passe hachés dans votre base de données, c'est de dire si ça tombe entre les mains d'attaquants, a priori, ils ne pourront rien en faire, puisque, on se rappelle du mixeur, avec les hashes des mots de passe, ils ne pourront pas reconstituer les mots de passe en clair. Okay ? Pas de secret, pas de problème. Donc comment ça se passe plus précisément, cette idée que je vous ai dit, qu'en fait les fonctions de hachage permettent de reconnaître de la donnée sans la connaître. Donc par exemple sur votre application, on pourrait imaginer qu'à la création du compte d'un utilisateur, le mot de passe en clair est immédiatement haché, et c'est-à-dire qu'on ne l'écrit jamais sur un disque ou quoi, et on s'en débarrasse immédiatement, puis donc on l'efface. Donc en gros, on ne conserve pour un utilisateur que le condensé, puis à la phase d'identification de l'utilisateur, quand il veut s'authentifier, le mot de passe en clair qu'il donne, on le hache à nouveau, on s'en débarrasse immédiatement, et on le compare au condensé qui est stocké. Et du coup, vous voyez bien l'importance du fait qu'une fonction de hachage soit déterministe, puisque c'est bien le fait que la même entrée produira toujours le même condensé, dont on se sert pour vérifier que l'utilisateur, il a bien il utilise bien le bon mot de passe. Alors, ce talk, il s'appelle « Dessine-moi un mot de passe ». Vous vous attendiez peut-être, je sais qu'il y a parmi vous des amateurs et des amatrices d'art, vous pensez peut-être qu'on allait se faire plaisir pour les yeux, qu'on allait voir peut-être des belles images, des beaux dessins. Des gens m'ont dit qu'ils s'attendaient peut-être à ce que ça soit un talk sur comment on pouvait cacher des mots de passe dans des images, dans des dessins. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je pense qu'il va falloir revoir vos ambitions un petit peu à la baisse. Ce dont on va parler aujourd'hui, ça va être de quelque chose d'un petit peu plus abstrait. Peut-être même de beaucoup plus abstrait. Voilà, ça me plaît. Cette image, elle me plaît pour représenter ce dont je veux parler. Mais il y a encore trop de couleurs. Je pense qu'on devrait se concentrer sur une certaine partie de l'image. Ouais, en fait, on va plutôt parler de quelque chose comme ça. En fait, le jeu de la vie, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui se présente sur une grille. Okay, c'est un jeu à 0 joueur, sur une grille en 2D. Donc, il se joue tout seul, de manière autonome. Donc, en fait, le jeu de la vie, on l'observe plus qu'on y joue. En fait, on observe le déroulement de génération. Sur cette grille en 2D, les cases ont
un état binaire, elles sont vivantes ou mortes, ce qui est représenté par la couleur noire pour les cellules vivantes, blanche pour les cellules mortes. Mais du coup, bon, tout ça est représenté par des 1 et des 0. Et donc ce qu'on fait quand on regarde le jeu de la vie, c'est qu'on regarde passer les générations, on regarde se succéder les différents états de la grille. Donc une génération correspond à un état de la grille. Là, vous voyez, vous avez une génération qu'on va appeler n, et là, la génération suivante, n plus 1. Alors évidemment, la question que vous vous posez si vous ne connaissez pas le jeu de la vie, c'est qu'est-ce qui décide de l'état de la grille aux différentes générations? En fait, pour calculer l'état de la grille à chaque génération, on va prendre chaque cellule et on va déterminer son état en fonction de l'état des 8 cellules voisines. Okay? Pour cela, le jeu de la vie compte 4 règles qui sont très simples. La première règle, c'est que d'une génération à l'autre, toute cellule vivante qui a moins de 2 voisins meurt. Okay? Donc on imagine que si on a notre grille avec une seule cellule, cette cellule, à la génération suivante, elle disparaît. Toute cellule vivante avec 2 ou 3 voisins survit à la génération suivante. Enfin, toute cellule vivante avec plus de 3 voisins meurt à la génération d'après. Okay? Donc là, notre cellule entourée de 4 cellules, elle disparaît. Et finalement, il y a une règle un petit peu spéciale, parce que là, on a vu que des règles qui concernaient les cellules vivantes, mais il y a une règle un peu particulière qui concerne les cellules mortes, qui permet de les ressusciter. C'est que toute cellule morte avec exactement 3 voisins devient vivante à la génération d'après. Et c'est ce qui fait que dans le jeu de la vie, les motifs ne peuvent pas uniquement aller en rétrécissant ou en gardant la même taille, mais ils peuvent bien grandir, se déplacer d'un bout à l'autre de la grille, puisqu'on va réussir à créer des nouvelles cellules à partir des cellules mortes. Donc en gros, le jeu de la vie, pour vous donner un exemple, ça donne ça. C'est une très grande grille que je vous montre. Okay, on aura des grilles beaucoup plus zoomées pour ma fonction de hachage, mais en gros, vous voyez, ce sont plein de minuscules pixels qui ont l'air de se déplacer de manière un petit peu aléatoire. Et donc du coup, c'est pour ça que moi, j'ai eu cette idée de me dire, bah finalement, est-ce que le jeu de la vie, ce qu'il fait pas, c'est pas une sorte de mixeur, en fait, il mélangerait pas la donnée qu'on lui donne au départ pour donner quelque chose de complètement irréversible à la fin, à partir de laquelle on ne peut pas trouver l'état de départ. Donc c'est pour ça que moi, j'ai essayé d'en faire une fonction de hachage. Donc en gros, l'idée, c'est que le jeu de la vie, il est déterministe. Okay, donc déjà, il remplit cette condition. Le jeu de la vie, si je lui donne un état en entrée, il me donnera toujours le même état n générations plus tard. Okay, ici, j'ai choisi le nombre arbitraire de 50 générations. Donc pour ma fonction de hachage, ce que je fais, c'est que je lui donne une série de bits qui va permettre d'initialiser une grille du jeu de la vie, je la laisse tourner sur 50 générations, et je regarde le résultat à la fin, et je produis un condensé à partir de ça. Ok ? Bon, je pense que je vous ai tout expliqué, on va pouvoir commencer. Avant cela, je me permets un avertissement extrêmement important. C'est si vous avez décidé de ne retenir qu'une seule chose de cette présentation, ne retenez que cela. Et je suis vraiment très sérieux, même si c'est un peu drôle. Je vous laisse le lire et je continue ensuite. Ça peut vous faire un petit peu rire, mais c'est une règle ultra importante. Okay, en fait, ce que je fais ici et ce que je vous propose dans ce talk, c'est une expérience de pensée. Okay, j'ai une idée, j'essaye de voir jusqu'où elle va aller. On va voir un petit peu ce que ça nous apprend sur les fonctions de hachage. Est-ce que mon idée, c'est une bonne idée ou pas? Mais le travail que j'ai fait, la fonction que j'ai faite, elle n'a jamais été faite pour être mise en production et servir à hacher des vraies données d'utilisateurs. Et donc, si jamais vous avez ce genre d'idée, je vous le dis, vous pouvez expérimenter avec tout ce que vous voulez, mais c'est une très mauvaise idée de ne pas se servir des vraies fonctions approuvées par la communauté des cryptographes qui savent ce qu'ils font, contrairement à nous en général. Donc, pour faire une fonction de hachage, il y a, à partir du jeu de la vie, j'ai suivi une petite recette assez simple, qui se déroule en 5 étapes. En partant du mot de passe rentré par un utilisateur, la première étape qu'on va faire, c'est de le décoder en binaire. Okay, donc on transforme une chaîne de caractères en une chaîne de bits, donc de 0 et de 1.
chaîne de 256 bits en l'occurrence, pour remplir une grille de 16 cases sur 16 cases, soit 256. Ensuite, donc j'utilise cette chaîne binaire pour initialiser mon jeu de la vie. C'est l'état initial que je vous avais montré. Je laisse le jeu de la vie s'exécuter sur 50 générations. Je récupère la chaîne binaire de l'état final. Okay, et ensuite, je les encode. J'encode cette chaîne binaire en base 64, c'est-à-dire que je choisis d'une manière de transformer la chaîne binaire en chaîne de caractères. Okay, et donc du coup, si on suit toutes ces étapes, au début, on a un mot de passe qui est une chaîne de caractères. À la sortie, on a une autre chaîne de caractères qui est le condensé, toujours de la même longueur. Ça marche. C'est le moment pour moi de vous prouver que ça marche, j'espère, avec cette petite démo. Donc, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon carnet où j'avais noté les mots de passe que je voulais rentrer pour la démo, mais c'est le moment où je vais montrer que j'ai des capacités d'improvisation ou de mémoire tout à fait prodigieuses. Donc, avant de jouer avec, je vais vous expliquer l'interface de cette application de démo. Donc, vous le voyez, on va rentrer le mot de passe en haut. Okay, ensuite, ce mot de passe, il va servir à... Donc il va être transformé en une série binaire, en une suite de bits, qui va initialiser ce jeu de la vie. Et sur la grille de droite, on va voir l'évolution en direct du jeu de la vie, jusqu'à ce qu'il s'arrête au bout de 50 générations. Et en fait, ce qu'il faut voir par rapport à cette interface, c'est que ça soit une suite binaire ou une représentation d'une grille du jeu de la vie, c'est deux représentations différentes du même objet. Okay, une grille du jeu de la vie, c'est jamais qu'une série de 256 bits, la même suite que je vous ai mise ici pour que vous puissiez voir. Okay, donc à la fin des 50 générations, on récupère une nouvelle suite binaire et on l'encode en base 64, ce qui nous produira le condensé. J'ai rajouté un petit panel pour mettre la liste des condensés qu'on a essayé, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. Donc, essayons Zenica. Donc on voit bien que donc là c'est l'état initial. Vous avez vu en direct comment ça a transformé la suite de bits et comment on a produit un condensé qui est stocké ici. Okay, donc on peut essayer avec différentes choses. On peut essayer voilà, avec Technosaur par exemple. On peut essayer avec dessine-moi un mot de passe. Donc là, quand j'ai vu ça, j'étais très content. Okay, ma fonction de hachage, à un niveau hyper basique, on va dire qu'elle fonctionne. Okay, d'ailleurs, il faut que je vous prouve autre chose. Il faut que je vous prouve bien qu'elle est déterministe. Okay, donc je vais réessayer de rentrer le mot de passe Zenica et on va pouvoir voir que on a le même petit motif que j'ai déjà entendu qualifier de pool. Et donc que ça correspond bien au même condensé. Ok, ici et là. Donc ma fonction, elle produit bien un condensé qui fait tout le temps la même taille, et elle est bien déterministe. Donc jusqu'ici, c'est une fonction de hachage tout à fait respectable, parmi les autres fonctions de hachage. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai été frappé à la porte des cryptographes de ma région, et je leur ai dit, bah voilà, salut les gars, j'arrive, j'ai inventé une nouvelle fonction de hachage. Donc je pense qu'on pourrait s'en servir pour hacher les mots de passe, c'est génial, il est où le prix Nobel, ainsi de suite. Et là, vous allez peut-être être choqués, mais je suis reparti avec un coup de pied aux fesses. Et ils m'ont dit, non mais ta fonction de hachage, en fait, elle n'est pas du tout sécurisée, elle ne remplit pas les conditions de base pour être une fonction de hachage cryptographique, qui sert dans des applications de cryptographie. Alors là, ça a été un moment un petit peu difficile pour moi, j'ai dû me ressaisir. Mais donc je me suis dit, bah tant pis, essayons d'analyser ce qui ne marche pas avec ma fonction, voyons voir si on peut l'améliorer, on va essayer de voir bah, c'est quoi le problème avec ma fonction de hachage qui fait qu'elle n'est pas sécurisée pour les applications cryptographiques. Donc, pour déterminer ce qu'est une bonne fonction de hachage cryptographique, ce que c'est qu'une fonction de hachage sécurisée, en cryptographie, on a un modèle qui est une fonction idéale à partir de laquelle on va
comparer notre fonction, ok? Et en gros, c'est en mesurant l'écart entre cette fonction idéale et notre fonction à nous qu'on va voir à quel point notre fonction elle est sécurisée. Cette fonction idéale en cryptographie, elle a un nom, ça s'appelle l'oracle aléatoire. L'oracle aléatoire, c'est une fonction, comme je vous l'ai dit, elle est idéale, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas dans la réalité, elle est impossible à coder, c'est une expérience de pensée encore si vous voulez, c'est qu'on imagine une fonction qui associerait à chaque entrée possible une sortie à la fois unique et complètement aléatoire. Okay, donc évidemment, c'est complètement impossible à coder sur un espace fini, puisqu'il faut que cette fonction elle puisse prendre n'importe quelle entrée et qu'elle donne quelque chose d'aléatoire. Et donc il y a deux exigences. Comme elle propose une sortie unique pour chaque entrée, c'est donc bien une fonction déterministe, comme nos fonctions de hachage. Okay, même si elle donne quelque chose d'aléatoire, si vous lui donnez 2 fois la même chaîne de caractères, elle vous donne 2 fois le même résultat. Mais c'est aussi une fonction aléatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun rapport, même caché, entre l'entrée et la sortie. Okay, donc en fait, peut-être que vous voyez pourquoi cette fonction elle est aussi impossible à faire, c'est qu'en fait elle propose deux exigences complètement contradictoires. On voudrait qu'elle soit à la fois déterministe, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre l'entrée et la sortie pour être sûr que la même entrée donne toujours la même sortie, et en même temps on voudrait qu'elle soit complètement aléatoire pour être impossible à inverser. Donc ça, c'est la fonction qui n'existe pas, mais vers laquelle on va essayer de tendre. En fait, en cryptographie, les fonctions de hachage sont considérées comme sécurisées tant qu'il n'a pas été prouvé qu'elle n'était pas un oracle aléatoire. Donc en gros, les vraies fonctions de hachage qui sont utilisées pour hacher vos mots de passe dans des vraies applications, ce ne sont pas des oracles aléatoires, mais il n'a pas encore été possible mathématiquement de le prouver. Donc en gros, tout se passe comme si c'était des oracles aléatoires. Et le jour où des chercheurs prouveront que ce n'est pas un oracle aléatoire, qu'on peut voir que ce n'est pas parfaitement aléatoire, ben en fait, on devra à ce moment-là les déprécier, migrer vers des nouvelles fonctions de hachage. Donc comment on fait pour mesurer l'aléatoire d'une fonction, okay, puisqu'on voit bien que c'est par rapport à ça qu'on va voir si ma fonction de hachage elle est bonne ou pas. Le premier critère qu'on peut prendre, c'est le biais. Alors le biais, pour une fonction, donc en gros, on va partir de l'idée que, comme je vous l'ai dit, le condensé d'un oracle aléatoire, il est aléatoire. Autrement dit, chaque caractère possible du condensé est statistiquement aussi fréquent. Okay, donc autrement dit, chaque bit de la sortie de votre fonction a 50% de chance d'être un 1 ou un 0. Okay, imaginez par exemple, prenons un oracle aléatoire très simple qui va proposer une sortie composée des lettres A, B, C, D en 4 lettres. Okay, et bien en gros, si je le fais tourner avec 50 000 entrées aléatoires, et qu'à la fin je fais des statistiques sur ce qu'il m'a donné comme sortie, on verra que la lettre A est aussi présente que la lettre B, aussi présente que la lettre C, et aussi présente que la lettre D. Un peu dur de me rappeler de l'ordre des lettres. Voilà. Donc en gros, chaque lettre, pour ces 4 lettres qu'on a pris en exemple, a une chance sur 4 d'apparaître. L'autre critère qu'on va essayer de voir, c'est la diffusion. Donc le biais, c'est, on va dire, un critère plutôt généraliste pour une fonction de hachage, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va affecter tous les essais possibles que vous faites avec votre fonction. Là, la diffusion, ce critère, il est différent, il va dépendre de... Enfin, comment dire, il va illustrer le fait que pour deux entrées très similaires mais légèrement différentes, les sorties vont être complètement différentes. C'est ce que j'appelais l'effet avalanche tout à l'heure. L'objectif de la diffusion, c'est qu'il n'y ait aucune corrélation apparente entre le texte en clair, votre mot de passe, et le condensé. Autrement dit, deux entrées très proches doivent donner deux condensés totalement différents. Encore autrement dit, donc, si je change un bit de l'entrée, donc pour mon jeu de la vie, si je change une case noire en une case blanche ou inversement, tous les bits de la sortie doivent avoir une chance sur deux de changer. Okay, en gros, l'idée, c'est que on veut que si vous faites un minuscule changement quelque part, ces changements se propagent dans le condensé et qu'ils ne soient pas juste localisés autour de là où vous avez fait les changements, mais que tout soit différent. Donc, maintenant que je vous ai présenté tout ça, on peut remettre mon application sur le banc d'essai et voir un petit peu comment elle fonctionne.
Donc pour le biais, eh bien, hop, on va retenter quelques trucs. Donc je vous remets Zenica. Je vous remets décide-moi un mot de passe. Et je vais vous remettre... ouais, je pense... Technosaur, c'était pas mal. Technosaur, c'est bien pour notre exemple. Alors, est-ce que, selon vous, ma fonction, là, je vous ai donné 3 exemples, est-ce qu'elle vous paraît biaisée? Et donc, je reformule, est-ce que, selon vous, tous les caractères possibles qui peuvent apparaître dans le condensé, sachant que les caractères possibles qui peuvent apparaître dans le condensé, vu que c'est de la base 64, c'est toutes les lettres majuscules, toutes les lettres minuscules, tous les chiffres, et 2 caractères spéciaux qui sont le plus et le slash. Ok? Donc parmi tous ces caractères qui peuvent apparaître, est-ce qu'ils ont l'air d'apparaître uniformément dans mes condensés? Alors, on me dit non, donc les gens suivent, les gens sont encore en vie dans la salle. Super. En effet, il y a un caractère qui a l'air au moins d'apparaître un petit peu plus souvent que les autres. C'est le caractère A majuscule. Alors pourquoi ça? En fait, ce caractère A majuscule, il encode la suite binaire de 8 zéros. 6 zéros, pardon, c'est 6 par 6. Donc en gros, quand je transforme ma suite binaire en condensé, je groupe les bits 6 par 6 et je leur attribue chacun un caractère en fonction du nombre binaire qu'ils représentent. Et donc si c'est 0, eh bien je mets A majuscule. Et donc ce qu'on voit, c'est que chaque fois que j'ai donc 6 cases blanches d'affilée dans mon jeu de la vie, dans le condensé, il y aura un A majuscule. Donc ce que ça veut dire, cette très forte présence du A majuscule, ça veut dire que dans mon jeu de la vie, et de toute manière ça se voit complètement ici, il y a énormément de cases mortes. En fait, le jeu de la vie produit, après 50 générations, en moyenne, énormément de cases vides, ce qui fait que c'est un algorithme hyper biaisé pour une fonction de hachage. Il n'est pas du tout aléatoire, il produit beaucoup plus de 0 que de 1, et ça se voit. Donc, ça, c'est pour le biais, et pour la diffusion, on va voir, est-ce qu'il diffuse bien? Donc je vais remettre mon exemple, vous avez l'encodage, enfin vous avez le condensé de Zenica en haut et celui de Zenico en bas. Donc, si on met le biais à part, puis donc comme je vous ai dit que ma fonction elle est super biaisée, c'est normal qu'il y ait des A majuscules partout. Ok, donc ça mis à part, on va essayer de voir est-ce que pour un changement entre Zenica et Zenico, dans les caractères qui ne sont pas des A majuscules, est-ce que ça a bien diffusé, est-ce que ça a bien changé? Ici, on va dire que c'est plus satisfaisant. Alors, j'ai pas trop le temps de vous montrer plein d'exemples, donc vous allez devoir me croire. En fait, pour ce jeu de la vie que j'ai fait, il a des bonnes propriétés de diffusion, mais de manière aléatoire. C'est-à-dire que des fois, on a de la chance, on change un bit dans l'entrée et tout change dans la sortie, ça marche bien, c'est ce qu'on veut. Sauf que des fois, vous changez un bit et rien ne change, vous produisez exactement la même chose. Donc là, c'est très mauvais. Évidemment, le problème, c'est que comme on fait de la sécurité informatique, on se fie toujours au pire cas possible. Donc en gros, si votre algorithme, il fonctionne très bien la moitié du temps, mais très mal l'autre moitié du temps, bah tant pis pour vous, ce qu'on considère comme base, c'est qu'il fonctionne très mal. Point final, parce qu'on prend les pires performances possibles. Donc, en moyenne au total, même niveau diffusion, même si des fois ça marche bien, comme c'est pas tout le temps parfait, ben c'est pas bien. Donc, sur ces questions de biais et de diffusion, comme je voulais pas en rester à ma simple intuition par rapport à ce que je pouvais vous montrer sur cette application, j'ai produit quelques graphiques qui vont nous montrer un petit peu si mon algorithme est biaisé. Donc, ce graphique, il vous montre la fréquence des caractères, sauf A majuscule, dans 100 000 condensés du jeu de la vie. Okay, donc en gros, j'ai fait tourner mon algorithme 100 000 fois avec des entrées aléatoires. Et donc, ce qu'on devrait avoir, c'est toutes les barres de la même hauteur. Sauf que là, on voit que c'est pas du tout le cas. Ce qu'on voit, c'est que déjà parmi ces caractères que j'ai choisis, le caractère le plus fréquent qui est le B majuscule, donc vous vous doutez bien que les caractères les plus fréquents à gauche, c'est ceux qui encodent majoritairement des zéros et peut-être un seul 1, vous voyez. Par exemple, B, c'est 0000001. Okay, donc évidemment, il a plus de chances d'arriver. G, c'est 100000. Donc 180 000 fois pour B majuscule et à peu près 1000 fois pour V minuscule, qui doit encoder que des 1, je pense, ou quelque chose comme ça.
Donc ce que ça veut dire, c'est que entre la lettre qui a le moins de fréquence et la lettre qui a le plus de fréquence pour le moment, il y a un rapport de 1 à 180, ok? Le B majuscule apparaît 180 fois plus que le V minuscule. Et là, je ne vous ai pas encore montré le A majuscule dont on a vu qu'il était le grand gagnant. Attention, il est là. Donc en fait, là c'est sympa, c'est beaucoup de blanc. En fait, ce que montre ce graphique, c'est que donc, vous voyez le B et le G, hein, les toutes petites barres, c'était les barres très hautes que vous avez vues dans le graphique juste avant. Donc là, on peut le dire, mon jeu de la vie est hyper biaisé parce que, eh ben en fait, il y a un caractère qui va produire l'essentiel du temps, plus de la moitié des caractères présents, très largement, c'est des A majuscules, donc mon algorithme est hyper biaisé. À titre de comparaison, pour quand même vous montrer que c'est pas censé être le cas pour une fonction normale, j'ai fait le même graphique avec SHA-256 et ça donne ça. Là, c'est carré, c'est réglo, la fréquence est uniforme, la fonction n'est pas biaisée a priori. Ok? Alors, les natures mortes, en fait, c'est le problème du jeu de la vie. L'idée, c'est que je me suis demandé, ok, mon jeu de la vie, il est super biaisé, ben pourquoi est-ce qu'il est aussi biaisé en fait? Et j'ai découvert, enfin c'est pas une grande découverte, hein, mais en fait le fait qu'il produise essentiellement des cases mortes, ça vient du fait que le jeu de la vie, par sa nature, par les règles qu'il applique, il a tendance à converger naturellement vers ce qu'on appelle des natures mortes ou vers des cellules vides. Les natures mortes, qu'est-ce que c'est dans le jeu de la vie? Ce sont des motifs stables qui, une fois atteints, s'ils ne sont pas perturbés, ne bougent plus jamais. Okay, donc là, par exemple, vous avez le bloc, 4 carrés, donc vous voyez que ces 4 carrés, toutes les cellules ont 3 voisines, donc rien ne survit, enfin, pardon, rien ne meurt, mais voilà, rien ne meurt, et rien ne vit à côté en plus. Donc tant que rien ne vient rentrer en collision avec ce bloc, il ne bouge pas. Et ça, c'est super mauvais pour une fonction de hachage. Ce que ça veut dire, pour reprendre l'analogie du mixeur, c'est comme si au bout d'un moment, votre mixeur, il arrêtait de fonctionner et qu'il vous laissait des morceaux de fruits dans le smoothie, vous voyez? Parce qu'en gros, ben là, admettons qu'à la deuxième génération, on atteigne ça et que rien ne vienne le déranger, ben en gros, votre fonction de hachage, elle arrête de hacher. Ça n'évoluera plus jamais. Okay, donc, en fait, le problème de ces motifs, c'est qu'une fois qu'ils arrivent, ils ne bougent plus, et en fait, ils ont de la structure. Donc, ils sont prévisibles éventuellement. Et ça, c'est ce qu'on veut à tout prix éviter si on cherche à se rapprocher, rappelez-vous, d'un oracle aléatoire. En fait, le problème fondamental du jeu de la vie, qui fait qu'il est à la fois un objet tout à fait fascinant si on est un petit peu curieux pour les mathématiques, et en même temps une très mauvaise fonction de hachage, c'est qu'il a un sens, en fait. Il ne produit pas quelque chose de complètement aléatoire. Il produit des structures, des motifs qui vont apparaître, et ça, c'est très mauvais pour une fonction de hachage. Hop, dans l'autre sens. Donc, quand même, pour mon jeu de la vie, ça me taraudait, je me disais, bon ok, il est super biaisé, mais des fois il diffuse pas mal. Est-ce que je peux pas trouver une solution pour améliorer ses performances en termes de biais? Donc en fait, il y a un paramètre sur lequel on peut jouer, dont je vous ai parlé, c'est le nombre de générations que je laisse passer du jeu de la vie. Je vous ai dit que j'avais choisi arbitrairement le nombre de 50 générations, ok? Mais en fait, je me suis rendu compte que si je baissais énormément le nombre de générations, bah en fait, le biais était bien meilleur. Parce qu'en fait, si on y réfléchit, c'est logique. Moins il y a de générations, moins mon jeu de la vie il a le temps de converger vers des natures mortes et des cases vides. Moins on lui laisse le temps d'aller vers ce vers quoi il tend. Mais à l'inverse, évidemment, moins vous faites de générations, moins les changements vont se diffuser. Donc, c'est pour ça qu'on arrive, là j'ai écrit exactement la réciproque de ce que je viens de vous dire, plus les générations augmentent, plus les changements se diffusent, mais plus le biais augmente en même temps. Donc en gros, l'idée c'est que via le nombre de générations qu'on choisit, on peut influer sur les performances en termes de biais ou de diffusion. Un exemple, admettons que je prenne cet état initial. Au bout de 10 générations, on voit que le biais est encore pas trop mauvais, c'est-à-dire que la répartition entre cases noires et cases blanches en moyenne est à peu près équitable, même si on voit qu'il y a déjà plus de cases blanches que de cases noires. Mais là, si vous faites ça, vous n'avez pas si vous produisez un condensé à partir de cette grille, vous n'avez pas essentiellement des A majuscules. Vous en avez un peu, mais il n'y en a pas 15 fois plus que les autres caractères.
Le problème, c'est qu'après 1000 générations, si vous voulez que vos changements ils se diffusent bien, malheureusement, bah en fait, vous convergez vers une grille qui est essentiellement vide, avec presque que des natures mortes. Là, ce qu'on voit ici, ce sont des oscillateurs, c'est-à-dire que ce sont des motifs qui reviennent à leur état initial toutes les 2 générations, donc c'est des choses qui ne bougent plus. En fait, là, je vous dis que je vous présente l'état après 1000 générations, mais si ça se trouve, après 250 générations, c'était déjà dans cet état-là, et ça n'a plus bougé après, quoi. Donc, théoriquement, je suis parvenu à montrer que ma fonction de hachage, elle n'était pas sécurisée. Ok ? Là, bon, j'ai compris pourquoi les cryptographes m'avaient renvoyé chez moi de manière un petit peu véhémente. Maintenant, on va passer à une partie plus pratique. C'est-à-dire qu'on va voir, ok, mon jeu de la vie, il a des vulnérabilités. Bah, du coup, comment on peut les exploiter et qu'est-ce que ça veut dire pour la sécurité de mon application? Alors, les vulnérabilités des fonctions de hachage, il y en a grosso modo 3. La première, c'est ce qu'on appelle, donc là je vous donne un peu le sommaire de ce dont on va parler ensuite. La première, c'est les collisions. La deuxième, c'est les attaques de préimage. Et la troisième, c'est l'inversion du hash. Bon, ça c'est la plus simple à comprendre. L'inversion du hash, c'est ce qui ne devrait jamais arriver et qui n'arrive en général pas, même avec ma fonction. C'est si, à partir du condensé, vous pouvez retrouver le mot de passe original. Donc, voyons voir un petit peu comment ça marche ces vulnérabilités. J'ai fait une petite interface de connexion. Donc admettons que je m'inscrive sur mon site. Donc je m'inscris avec un mot de passe hyper sécurisé. Ok ? Il est long, je m'inscris. Donc là, mon compte, il est créé. Maintenant, admettons que j'essaye de m'inscrire, mais que j'essaye de rentrer un mot de passe nul à la place pour m'identifier. Là, mon application, elle fonctionne, elle me dit les identifiants sont invalides. Bon, il faut que vous me fassiez confiance. Mon application compare bien les condensés des 2 mots de passe et pas directement les mots de passe en clair. Okay ? Donc là, je ne peux pas me connecter à ce compte si j'ai pas le bon mot de passe. À moins que je connaisse une espèce de formule magique qui permettrait de me connecter. Par exemple, Sésame, ouvre-toi. Et là, ça marche. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Sésame, ouvre-toi, c'est un mot de passe universel. Est-ce que vous pouvez essayer ça pour vous connecter au compte de vos amis, de votre famille? Non, en fait, ça, c'est une faille de sécurité dans mon application. Je vais vous expliquer ce qui se passe. En fait, l'idée, c'est que si on rentre mot de passe hyper sécurisé dans mon application, on voit bien ce qui se passe. En fait, cette grille du jeu de la vie, elle se termine en un univers vide, du coup, qui ne produit que des A. Okay ? Et en fait, cet univers vide, il est hyper fréquent dans le jeu de la vie. Donc du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plein de mots de passe différents qui ont le même condensé. Donc du coup, vous pouvez les utiliser. Et donc c'est pour ça, par exemple, si je fais Sésame, il faut que ça soit parfait, ouvre-toi. Et donc vous voyez bien que 2 mots de passe différents donnent le même condensé. C'est ce qu'on appelle une collision. Hop. Donc, les collisions, c'est l'idée que 2 mots de passe en clair différents vont avoir le même condensé à la fin. Et c'est une énorme vulnérabilité, c'est la principale vulnérabilité des fonctions de hachage. Et en fait, l'idée, c'est que les collisions, il est prouvé mathématiquement qu'elles existent pour à peu près toutes les fonctions de hachage. L'idée, c'est qu'elles doivent être extrêmement difficiles à trouver. Okay ? Donc là, pour illustrer les collisions, je vous ai donné un exemple d'une très bonne infographie faite par des chercheurs de Google en 2008. C'était des chercheurs en sécurité de Google qui ont cassé SHA-1, qui était donc une méthode, une fonction de hachage, qui était notamment utilisée pour produire des certificats, des empreintes pour des documents à faire signer, par exemple. Donc ce qu'ils disent en fait, c'est que eux, le comportement désirable, c'est que pour 2 documents différents, vous produisez 2 condensés différents. Okay ? Ça, c'est ce que je vous ai expliqué jusqu'ici. Le truc, c'est que les chercheurs de Google, ils ont réussi avec SHA-1 à, pour 2 différents
pour deux documents différents produire le même condensé. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire que on vous envoie un contrat pour vous faire signer, je sais pas, une location par exemple à 500 € par mois pour un très bel appartement. Vous le signez et en fait, on revient vers vous et on vous dit ah, vous avez signé un contrat de location où le loyer était de 2500 € par mois. Donc en fait, là, ben, du coup, vous ne pouvez pas contester parce qu'on peut prouver via les certificats que le document que vous avez signé, c'est bien celui à 2500 puisqu'il a le même certificat que celui que vous avez signé. Donc en gros, l'idée de l'attaque, enfin l'idée des collisions, c'est que ça va permettre de faire des attaques contre votre fonction de hachage. Alors, pour nous, dans le cas spécifique du hachage de mots de passe, en fait, on n'est pas trop soumis à cette vulnérabilité. Pourquoi? Parce que là, vous le voyez, dans le cas des certificats, les attaquants, ils ont pu produire eux-mêmes les documents. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont fait un PDF normal et ils ont fait un PDF avec plein de données qui ne se voyaient pas à l'affichage, mais qui permettaient de générer le même condensé. En fait, pour les mots de passe, vu qu'on part d'un mot de passe de quelqu'un et qu'on essaye de le retrouver ou qu'on cherche à se connecter à son compte, on n'a pas le choix. Donc en gros, ce qu'il nous faut faire, c'est une attaque de pré-image. Une attaque de pré-image, c'est un type particulier de collision. L'idée, c'est de trouver une collision particulière à partir d'un condensé donné. Donc ça, c'est le cas typique des gens qui vont chercher à attaquer des bases de données avec des mots de passe. Okay, en gros, on imagine que vous avez un condensé et vous cherchez à trouver un autre mot de passe qui fonctionne, enfin qui donne le même condensé que le mot de passe original. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc en fait, donc on a vu que en fait, ce que j'ai fait sur mon application en démonstration, c'était bien une attaque de pré-image. C'est-à-dire que j'ai trouvé un mot de passe qui donne le même condensé que mot de passe hyper sécurisé. En fait, si on va au fond des choses, le défaut du jeu de la vie, c'est que, en gros, l'oracle aléatoire, donc qui est notre modèle, peut produire tous les condensés imaginables. Okay, mais pas le jeu de la vie. En fait, donc, mon algorithme, il produit une sortie d'une taille de 256 bits, c'est-à-dire que mathématiquement, il y a 2 puissance 256 condensés possibles, c'est-à-dire un nombre immense. Mais ça, c'est théorique. En fait, en pratique, mon algorithme, il n'a pas 2 puissance 256 condensés possibles. Pourquoi? Parce que certaines configurations de la grille du jeu de la vie sont inatteignables. C'est le problème, dans le jeu de la vie, des jardins d'Éden. Les jardins d'Éden, c'est des configurations qui n'ont pas d'ancêtre. Là, je vous ai donné un exemple d'un jardin d'Éden. Ça, c'est une configuration qui peut se produire que si vous la rentrez manuellement. Mais si vous laissez un jeu de la vie évoluer, cette figure-là ne se produira jamais. Donc, ce que ça veut dire pour nous, ça veut dire que c'est une série de bits qui est impossible à retrouver comme sortie de ma fonction de hachage. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des condensés qui ne sont pas possibles à atteindre. J'ai préparé une petite illustration pour ça, à base de 2 œufs. Donc, ce qu'on va imaginer, c'est que ces 2 œufs, c'est 2 ensembles. En fait, c'est l'ensemble des états possibles d'une grille de 16 par 16 dans le jeu de la vie. Okay, donc ce que vous imaginez ici, c'est qu'il y a 2 puissance 256 grilles du jeu de la vie, avec tous les états possibles que peut prendre cette grille. Et en fait, c'est le même ensemble de l'autre côté. Donc ça, c'est l'état initial de mon jeu de la vie, et ça, c'est l'état final de mon jeu de la vie. Okay, donc en gros, ce qu'on voudrait, pour que ça marche bien, c'est que ma fonction de hachage, elle soit bijective. C'est-à-dire que à chaque entrée, à chaque état initial, correspondent un et exactement un état de sortie. Dans ce cas-là, si on a ça, on n'a pas de collision possible, puisque tous les états d'entrée possibles produisent un seul et unique état de sortie. Le problème, c'est que, dans notre cas, en fait, si vous l'aviez vu, hop, ça, c'est un jardin d'Éden. Donc je vous ai dit, et on l'a prouvé, qu'il ne pourra jamais être atteint. Donc en fait, mon jeu de la vie, comme sortie possible, il n'atteint qu'une partie des états possibles du jeu de la vie. Donc du coup, fatalement, si on reprend ce schéma, si on a 4 entrées possibles et seulement 3 sorties possibles, notre application ne peut pas être bijective puisque il y a ici une collision. C'est le crash. Donc,
On est arrivé un peu au fond de pourquoi le jeu de la vie ne fonctionne pas comme comme fonction de hachage. Et en fait, on arrive à la fin à une sorte de paradoxe niveau sécurité de cette application. En fait, l'idée, c'est que, enfin là, ça c'est moi qui essaye de sauver les performances de mon algorithme. En gros, comme je vous l'ai dit, comme il y a un grand nombre d'ancêtres pour chaque état, les collisions sont omniprésentes. Okay, c'est un très mauvais algorithme. Les attaques de préimage sont très faciles. Mais, puisqu'il y a beaucoup de mots de passe pour le même condensé, paradoxalement, il est très difficile de trouver le vrai mot de passe qu'un utilisateur a saisi. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que si la sécurité de mon application est complètement désastreuse, que vous pouvez vous connecter au compte de n'importe qui sans trop de problèmes, fort heureusement, si vous laissez vos données sur mon application, il y a peu de chances qu'on puisse retrouver votre vrai mot de passe et s'en servir ailleurs. Donc, en quelque sorte, ça sauve un petit peu les meubles, même si, bon, évidemment, c'est une plaisanterie, c'est une très mauvaise fonction. Donc, je termine en réitérant mon avertissement. Okay, ce que j'ai fait là, c'est bien pour rigoler, c'est bien pour réfléchir, c'est bien pour montrer des trucs, mais c'est pas fait pour être utilisé. Cependant, avant de vous laisser, j'ai quelques petites recommandations pour vous. Ma recommandation principale, c'est de vous renseigner. En fait, la cryptographie, c'est très difficile et c'est pas votre responsabilité de créer les primitives, les fonctions de hachage qui vont servir pour tout. Okay, en fait, il y a des outils à votre disposition. Votre responsabilité en tant que développeur d'application, c'est de vous en servir correctement et de les implémenter de manière sécurisée. Pour ça, la mine d'or pour moi, c'est OWASP. C'est un groupe qui a pour but de promouvoir les bonnes pratiques de sécurité auprès des développeurs, enfin et même auprès de tout type de gens qui ont à voir avec les applications informatiques. Et donc, ils ont énormément de documents qui peuvent vous aider, notamment une série de fiches pratiques qui couvrent plein de sujets. Il y en a une sur le stockage de mots de passe qui m'a beaucoup aidé pour faire ce talk. Et donc, c'est ma principale recommandation. J'adore leur slogan. C'est pas de la triche si vous le faites pour les bonnes raisons. En fait, en cryptographie, vous devez retenir ça. Vous ne devez pas faire les choses vous-même. En fait, les enjeux sont beaucoup trop forts pour que vous puissiez vous dire ah ben non mais il faut j'ai envie de me je sais pas j'ai envie de faire mon truc moi-même. En fait, c'est une mauvaise pratique. Donc renseignez-vous, les ressources existent. Ensuite, évidemment, je vous donne quand même un petit conseil pour les fonctions de hachage précisément. La recommandation de l'OWASP, évidemment, c'est d'utiliser des algorithmes modernes qui sont dédiés au hachage de mots de passe. Okay, ces algorithmes, c'est dans l'ordre Argon 2, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez utiliser Scrypt. Et si vous ne pouvez toujours pas utiliser Scrypt, vous pouvez utiliser Bcrypt. Ok, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur ces fonctions si vous souhaitez les implémenter. Tout se trouve sur le site de l'OWASP et vous pourrez le faire assez facilement. On arrive à la fin de cette présentation. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je compte sur vous pour remplir l'open feedback et vous pouvez aller voir l'application si jamais vous êtes curieux de voir comment ça a été fait.